Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois choses. D'abord l'anti-aliasing, ensuite comment gérer des sources de lumière étendues et non plus ponctuelles comme on avait jusqu'à présent, et enfin des effets de profondeur de champ. D'abord l'anti-aliasing. Jusqu'à présent nous avions notre grille de pixels et nous envoyions des échantillons qui passent par le centre de chacun des pixels. Le problème en faisant cela, c'est que soit un rayon qui part va intersecter une sphère, soit il ne va pas l'intersecter, il n'y aura pas d'intermédiaire. Donc si notre pixel, qui est en fait ici, a son centre à l'intérieur de la sphère, le pixel sera entièrement considéré comme appartenant à la sphère. Mais si en fait son centre n'était pas ici, mais un tout petit peu au-dessus, si ça c'était le centre du pixel, on aurait entièrement raté la sphère. Ça produit un effet de crénelage comme on peut voir. Pour résoudre ce problème, on va moyenner plusieurs échantillons. Au lieu de considérer que des échantillons à l'intérieur, au centre du pixel, on va prendre plusieurs échantillons qui vont couvrir l'ensemble du pixel. Évidemment, les échantillons qui sont plus proches du centre du pixel, on aimerait leur donner une valeur, un poids un petit peu plus important. Et les échantillons qui sont plus loin, leur donner un poids un peu moins important. Ça va être une notion de filtrage. Et ce qu'on cherche en fait à évaluer, c'est l'éclairage qui va arriver, donc notre fonction getColor, la somme, ou sous forme d'intégrale, la somme de un certain L qui arrive, d'une certaine direction oméga O, qu'on va intégrer ici sur toute la surface d'un pixel, mais multiplié par une fonction de pondération, h, qui est un h de, on va dire, x, y, la coordonnée x et y dans le pixel. Et on va faire dx, dy. Et le oméga O est une fonction de x, y aussi. Donc on pourrait très bien générer des échantillons uniformément sur le pixel et les pondérer par h. Typiquement, on va dire par exemple h est gaussien, une gaussienne centrée au centre du pixel. Mais si vous avez bien compris les notions d'échantillonnage par importance et l'intégration de Monte-Carlo, là vous remarquerez qu'on n'a pas envie d'échantillonner beaucoup les pixels qui sont loin du centre, parce qu'ils auront un poids qui est faible. Donc, on aurait tendance à vouloir privilégier et envoyer plus d'échantillons au centre et moins à l'extérieur. Donc, on va reprendre l'idée de l'intégration de Monte-Carlo et à la place, échantillonner le pixel de manière non uniforme. Donc en pratique, on va utiliser un échantillonnage gaussien. Et en pratique, ça va aussi vouloir dire que nos échantillons pourront déborder occasionnellement du pixel. Donc pour générer des échantillons aléatoires de manière gaussienne, il existe un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Box-Müller, qui est une formule un petit peu similaire à celle que nous avions vue précédemment pour générer des directions qui sont proportionnelles à l'angle solide, et qui fonctionne de la manière suivante. On génère deux nombres aléatoires R1 et R2, qui sont uniformes sur l'intervalle 0,1, et ensuite on obtient automatiquement deux variables aléatoires gaussiennes, x qui est donnée par racine
de moins 2 log de R1 multiplié par cosinus de pi R2. On obtient un deuxième nombre aléatoire automatiquement qu'on pourra servir en faisant moins 2 log de R1 sinus de pi R2. Et ces deux nombres aléatoires sont indépendants. On peut ainsi générer des coordonnées x et y. Donc il suffit de recentrer, là c'est pour générer sur une gaussienne centrée réduite, donc centrée à l'origine et de variance 1. Mais il suffit simplement de multiplier les valeurs x et y par l'écart type et d'additionner la moyenne pour pouvoir ajuster et jouer avec la taille de notre gaussienne ici. Et du coup, quand on va faire notre intégration de Monte-Carlo, puisqu'on est déjà capable d'échantillonner suivant h, on aura directement une estimation de l'intégrale qui va être 1 sur n somme des L de oméga O, alors ça va être un LI par exemple, pour le IM échantillon, avec les oméga O qui sont générés, qui sont les directions générées entre le foyer de la caméra et l'échantillon X, Y qu'on est en train de générer. On va déjà implémenter ça. Aujourd'hui, on va voir d'abord l'anti-aliasing. Pour l'anti-aliasing, auparavant, on générait des rayons qui étaient centrés en chaque pixel. Ils n'étaient pas en fait exactement centrés, ils étaient plutôt dans le coin en haut à gauche, puisqu'on n'avait pas rajouté plus 0,5. Maintenant, on aimerait rajouter un petit offset à chaque rayon. Un offset aléatoire, type plus dx plus dy. Comme cet offset est aléatoire pour chaque cas, en fait pour chaque rayon envoyé par pixel, il faut donc déplacer ce bloc à l'intérieur du bloc qui génère les différents rayons pour chaque pixel. On a un dx et dy aléatoire qu'on va générer de manière gaussienne, de manière à donner plus d'importance aux pixels centraux. Donc pour ça, on utilise la méthode de Box-Muller. Pour l'anti-aliasing, du coup. Et cette méthode va servir de deux nombres aléatoires, R1 et R2. On peut utiliser rand. On a notre uniforme de engine. Pareil pour R2. Et on peut générer des x et des y directement avec la formule de Box-Muller qui dit que c'est racine carrée de moins 2 log de R1, le tout multiplié par cosinus de fois pi multiplié par R2, dy pareil avec un sinus. On voit qu'on a un facteur qui est en commun qui est le même, ça sert à rien de le recalculer plusieurs fois. Donc on va appeler ça grand R. Et ça nous donne un nombre aléatoire qui suit une gaussienne centrée réduite, donc d'écart type 1 et de moyenne 0. La moyenne 0, ça nous va, puisqu'on a rajouté le plus 0,5 ici pour les centrer. L'écart type 1, pour un filtrage gaussien, ça correspond à un filtre gaussien avec une gaussienne d'écart type 1, c'est un petit peu élevé, mais c'est pas grave. Ça devrait convenir.
et on peut simplement le compiler, le lancer. On compile. On le lance, ça mettra un petit peu de temps puisqu'on a envoyé beaucoup de rayons. Et on voit le résultat. Le résultat, c'est pas une différence flagrante avec ce qu'on avait avant, donc j'ai conservé l'ancienne image, où on peut alterner entre les deux versions. Donc si on zoome sur la nouvelle image, on voit que les bords sont un petit peu flous, qu'il y a des problèmes de bruit toujours, ça c'est pas grave, mais qu'il n'y a pas de crénelage. Si je compare avec la version précédente, ce qu'on observe, c'est le même bruit, c'est pas grave, il n'y a juste pas assez de rayons, mais par contre, les bords de la sphère ont du crénelage ou de l'aliasing en anglais. Nous passons maintenant aux lumières étendues. Une lumière étendue, c'est plus une lumière ponctuelle comme nous avions auparavant, mais une lumière qui a une certaine surface, une certaine géométrie. Pour l'instant, on n'a géré que des sphères, donc on va gérer les lumières sphériques. Donc, un luminaire sphérique qui éclaire un peu dans toutes les directions. De manière isotrope aussi et uniforme sur la surface de la sphère. On avait d'autres sphères. On avait d'autres sphères, ici par exemple, le sol, etc. On pourrait simplement considérer que ceci est une surface émissive, c'est-à-dire que lorsqu'un rayon arrive par hasard sur la surface, on lui assigne son émissivité, et on pourrait lui donner une BRDF nulle, donc ce terme ici est à 0. Et si un rayon arrive par hasard au cours de notre récursion sur cette surface, on lui donne une certaine valeur de luminosité. On peut déjà implémenter cette technique et voir ce qui se passe. On va maintenant gérer les ombres douces grâce aux lumières étendues. Pour cela, on va le faire déjà de manière naïve. Et pour faire ça de manière naïve, on va simplement résoudre l'équation du rendu, mais sans traitement particulier. C'est-à-dire qu'on va considérer que certaines surfaces ou certaines sphères seront émissives, et si un rayon arrive par hasard par-dessus, on ajoutera la composante d'émissivité de l'équation du rendu. Donc pour ça, on va considérer qu'on a une source de lumière qui est une sphère. Donc, on va considérer une sphère qu'on va appeler S lum, par exemple, dont la position, on va dire que c'est notre ancienne position de la lumière. On va lui assigner par exemple un rayon de 5 pour avoir une lumière pas trop grosse ni trop petite non plus. Et une couleur, par exemple c'était l'albédo, mais on va dire qu'elle est blanche. On a donc plus cette histoire de position de lumière, on a simplement une lumière dans la scène, et on va lui dire qu'on lui passe une référence vers un pointeur vers la lumière. Donc il faut adapter notre classe. Position lumière, ici, c'est simplement une lumière qui est un pointeur sur une sphère. On garde l'intensité de la lumière, et maintenant tout ce qu'on veut, c'est que dans l'équation du rendu, on gère cette surface émissive. On va aussi l'ajouter à la scène, on va la mettre en première position, et on va supposer que elle sera toujours en première position, quel que soit le reste de la scène. Donc, dans l'équation du rendu, il n'y a plus du tout de notion d'éclairage direct pour l'instant. Toute cette partie, elle va partir. C'est là maintenant, on n'envoie plus des rayons directement vers la source lumineuse. C'est juste s'ils arrivent par hasard dessus, on n'a que des contributions indirectes. Donc si on arrive par hasard sur la source, on rajoute la contribution de l'émissivité.
Donc tout ça, ça disparaît, et tout ce qu'on a à la place, c'est une détection de là où on est atterri. S'il y a une intersection, on se demande si la surface est émissive. On pourrait tester l'émissivité ou quelque chose comme ça. Là, on a dit que la lumière serait toujours en première position. Donc, si le sphère ID est égal à 0, on peut simplement et directement retourner l'éclairage. Donc une valeur constante d'émissivité. Donc quelle est cette valeur? Ça va être la couleur de la lumière. Donc S.lumière, c'est l'albédo, c'est une mauvaise terminologie, c'est pas grave. S.lumière.albédo multiplié par l'intensité de la lumière. Donc S.intensité de lumière. Avant, toute cette intensité de la lumière elle était répartie sur une source ponctuelle. Maintenant, elle est diffusée sur toute la surface d'une sphère de surface 4 pi r carré. Donc, si on veut un rendu qui soit à peu près comme on avait avant, il faut diviser par 4 pi r carré. Donc, c'est lumière au carré. C'est OK. Donc, si on fait un rendu comme ça, c'est tout à fait correct. Ça devrait rendre une image qui est bonne. Donc là, on fait un rendu. Donc, on a un fichier out.bnp qui est créé. Et là, ce qu'on voit, le problème, c'est que c'est une image qui est très très bruitée. Donc, déjà, c'est pas rapide. Si j'ai refait en même temps une image avec 800 rayons par pixel, donc c'est meilleur. Donc là il y a 10 fois plus de rayons par pixel, c'est une racine de 10 fois meilleure. Le problème c'est que là c'est déjà mis 13 minutes pour une scène qui est encore pas géniale et qui consiste en 5 sphères à tout casser. Donc c'est vraiment pas terrible. On peut regarder ce qui se passe aussi quand on augmente le nombre quand on augmente le rayon de la sphère. Donc, si on prend une sphère qui est un peu plus grosse, au lieu de 5, on va mettre une sphère de 15. Avec une sphère de rayon 15, ce qu'on voit, c'est que même avec 80 rayons par pixel, on a quand même moins de bruit. En fait, ce qui se passe, c'est que plus la sphère lumineuse est grosse, plus il y a de chances que, au bout d'un certain nombre de rebonds, en pratique on l'a limité à 5 rebonds maximum, on finisse quand même par tomber sur la source de lumière. Donc là c'était une sphère lumineuse de rayon 15 et avant c'était une sphère lumineuse de rayon 5. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de bruit sur la sphère lumineuse de rayon 5. Je vais comparer aussi avec l'image initiale qui était un éclairage ponctuel. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au moins les ombres sont plus douces. Mais l'image n'est toujours pas satisfaisante. Comme nous le voyons, les images qu'on obtient sont très bruitées. En fait, plus cette lumière est petite, plus la probabilité qu'un rayon arrive par hasard sur cette lumière est faible. Et du coup, plus les images seront bruitées. Si on avait des lumières extrêmement grandes, on pourrait utiliser éventuellement cette technique. Donc, lorsque les lumières deviennent petites, on aimerait favoriser, quand on génère une direction, ici on a la normale, le plan tangent, on aimerait quand même favoriser des oméga i qui vont dans la direction de la lumière.
Mais si on se contente de favoriser les directions qui vont vers la lumière, on risque de rater le reste de l'éclairage indirect. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va conserver la séparation de l'intégrale qu'on avait fait en éclairage direct et en éclairage indirect. Et pour l'éclairage direct, on va viser uniquement en direction de la lumière, uniquement, dans ce cône ici. Et pour l'éclairage indirect, on fait comme avant, c'est-à-dire que lorsqu'on a une surface diffuse, on utilise la formule précédente pour générer aléatoirement un rayon au pif dans une direction aléatoire qui dépend de l'angle solide. Là, on va s'occuper que de l'éclairage direct ici, et ensuite les rebonds multiples feront que ça deviendra, ce qui est de l'éclairage direct pour un rebond deviendra de l'éclairage indirect pour le rebond suivant. Et on aimerait envoyer un rayon aléatoirement dans cet angle. Il y a deux solutions. La première, c'est une formule que j'ai mis dans les notes de cours qui permet de générer un angle de manière uniforme sur cet angle-ci. C'est une formule qui n'est pas très pratique, mais qui marche. Il y a une deuxième solution qui est un peu plus simple. Ça va permettre de réécrire l'équation du rendu ici, non plus en termes de d oméga i, non plus en termes d'angle, mais de position de points dans l'espace. Donc des éléments de surface dans l'espace. Jusqu'à présent, on avait une surface et on échantillonnait l'hémisphère des directions aléatoirement. Et on avait le d oméga i qui était un élément d'angle solide sur cette surface. Ce sont des éléments d'air. Une autre solution, c'est donc, au lieu d'échantillonner des directions, c'est de dire, bon, on a d'autres surfaces dans la scène. On a une sphère ici, une autre sphère ici. Et à la place, on aimerait échantillonner des éléments d'air à la surface de ces objets. Et d'intégrer sur l'ensemble des surfaces des objets de la scène. Donc là, en termes de discrétisation et d'intégration de Monte-Carlo, ça correspond à générer des échantillons aléatoirement à la surface de tous les objets de la scène, et non plus des directions ici. Donc au lieu de générer des directions, on génère des points dans la scène. Ça correspond à faire un changement de variable, et la formule du changement de variable dans une intégrale rajoute un terme qui est le déterminant du jacobien de la transformation qui est appliquée. Dans le cas précis de ce changement de variable-là, le jacobien il est connu. Il dit que cette intégrale, c'est l'intégrale sur, on va dire, P, tous les éléments de la scène. On aura toujours un Li, maintenant ça va être de x', une nouvelle position qu'on aura générée, lambda, fois f de x', oméga O, qui est constant, lambda, là, ça va être x', ce vecteur-là normalisé, scalaire n, fois le jacobien. Je vais appeler ça J, et je vais l'expliciter plus bas. Et là, ce sera un
dx'. Voilà. On a donc un autre objet ici, par exemple, dans la scène. Notre surface, on a le point X ici. Et on génère un point X' qui se trouve être ici. Le jacobien qu'on a, il correspond à d'abord un terme de visibilité qui dit est-ce que le point X et X' peuvent être visibles l'un à l'autre, ou est-ce qu'il y a une surface au milieu qui les bloque. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait dans le cadre des sources ponctuelles. Donc il y a le terme de visibilité qui dit est-ce que X et X' sont visibles. Il y a un terme de la distance au carré entre X et X', exactement comme on avait avant aussi. X moins X' au carré. Et il y a l'angle entre n', la normale à ce point, et X', ici. Et il y a le cosinus de cet angle qui entre en jeu. Donc fois le cosinus entre X' divisé par la norme, virgule n', et c'est tout. Donc, ça, c'est le terme J, un J de X et X'. Donc là, on a un changement de variable qui permet de, au lieu d'intégrer sur des directions, c'est d'intégrer sur toutes les positions de la scène. Et en faisant ça, ça fait que la gestion des sources de lumière étendues sphériques devient plus simple, puisque elle va permettre de réutiliser une bonne partie du code qu'on a déjà implémenté. Imaginons que nous avons notre source de lumière ici. On peut ce coup-ci générer un point aléatoirement sur la surface de la lumière. Un point X'. Déjà, on se dit que c'est un peu bête de le générer purement aléatoirement sur toute la surface de la sphère, puisqu'il y a la moitié de la sphère qui n'est pas visible depuis X. Donc il y a la moitié de la sphère pour lesquelles V égale 0. C'est toute la moitié. Toute cette moitié-là ne sert à rien. Donc bon, on se dit, pas la peine de générer des points ici. Aussi, on a envie de générer plus de points au milieu. Plus de points par ici que des points qui sont tangents ici. En fait, ça correspond exactement à reprendre le code qui permet d'échantillonner suivant un angle solide donné, c'est-à-dire comme pour le cas de la BRDF diffuse, c'est la même interprétation. C'est la même fonction qui va permettre de générer des points un peu plus nombreux dans cette direction et un peu moins nombreux dans les directions perpendiculaires et 0 derrière. Donc pour ce faire, on utilise notre fonction qui génère un rayon aléatoire en fonction d'un cosinus, en fonction de ce terme-là, dont la PDF, donc la probabilité est ce cosinus divisé par pi. Quand on génère une direction en utilisant ça, ça nous génère en fait une direction qui démarre de ce point-là et qui va dans une direction donnée.
Donc là, on considère que le n, la normale auquel on va aligner notre repère, c'est cette direction-ci. Ça, c'est n. Je vais mettre ça entre parenthèses parce que ce n'est pas le vrai n qui correspond, qui est ici. C'est le n tel qu'on l'avait utilisé pour générer nos rayons aléatoires pour le cas de l'éclairage indirect pour la surface diffuse. Donc là, c'est comme si on avait notre n et on a généré un vecteur anciennement appelé oméga i. Je le mets aussi entre parenthèses, c'est plus notre vrai oméga i. Et ces vecteurs oméga i sont plus nombreux dans la direction de n, moins nombreux dans la direction perpendiculaire à n, et aucun derrière. Donc en multipliant par la norme, on obtient un vecteur qui est plus grand. On le translate au centre de la sphère, et donc on obtient un point à la surface de la sphère. Maintenant, quand on va vouloir faire une intégration de Monte-Carlo pour connaître la valeur de l'équation du rendu à ce point-là, on aura donc Li qui est l'intensité lumineuse de la sphère, multiplié par F, ici nous avions des surfaces diffuses, donc ρ sur pi, multiplié par ce terme-là, multiplié par ce terme-là, divisé par la probabilité d'avoir généré ce point-là. Et la probabilité d'avoir généré ce point-là, c'est un terme en cosinus divisé par pi. Je vais mettre ça au propre. Donc, je rappelle que l'intégration de Monte-Carlo nous dit que l'intégrale de f de x dx est à peu près égale à 1 sur n, somme des f de xi divisé par p, la pdf, donc la probabilité d'avoir généré l'échantillon xi. Et dans notre cas ici, ça veut dire qu'on a cette intégrande-là qui vaut l'intensité de la lumière multipliée par ρ sur pi, qui est constante, c'est un ρ au point x, on peut faire, multiplié par xx' sur la norme de xx', donc je vais appeler ça quand même oméga i, il faut bien savoir que c'est garder en tête que c'est un oméga i de x'. Maintenant, oméga i scalaire n, multiplié par le terme de visibilité v de x, x', divisé par la norme au carré de x moins x', multiplié encore par, ce coup-ci c'est un moins oméga i, scalaire n', puisque c'est x', ça c'est la partie f de xi, divisé par la probabilité d'avoir généré cet échantillon-là. Et cette probabilité est donnée par le produit scalaire entre ce rayon ici, donc c'est n', en pratique si on considère que ici la normale, ici c'est n', scalaire cette direction-là qui est le centre de la direction qui va du centre de la sphère à x, que j'avais noté entre parenthèses n. Donc ici le centre, ça va être O, à dire la direction
OX divisé par norme de OX. Et ça divisé par pi pour en faire une distribution de probabilité. Donc, les pi c'est nul, et rien d'autre c'est nul. Ce qu'on voit, c'est que, à pas grand chose près, ça correspond à considérer qu'on avait échantillonné à la surface de cette sphère une source ponctuelle, puisqu'il y a la plupart des termes qui correspondent. On a le terme de visibilité, qu'on avait comme si c'était une source ponctuelle, la division par la distance au carré, ça c'est un terme de probabilité, donc il n'y était pas assez normal. Ce terme-là, il était déjà avant aussi quand on faisait l'éclairage direct. Et le seul terme qui apparaît vraiment ici, qui est dû au fait qu'on n'a pas une source ponctuelle, mais qu'on a en fait un petit élément de surface à cet endroit-là, qui n'est pas exactement aligné avec la direction OX. Donc on va pouvoir implémenter l'éclairage par des sources étendues. Donc on va essayer maintenant de réduire le bruit dans notre image en faisant de l'échantillonnage par importance, en particulier en séparant l'éclairage direct de l'éclairage indirect, comme on avait ici et ici. Donc, considérer qu'il y a un éclairage direct et un éclairage indirect, ça correspond aussi à diviser la sphère d'intégration en deux, ou l'hémisphère d'intégration en deux, la partie de l'hémisphère où il y a de l'éclairage indirect et la partie de l'hémisphère où il y a de l'éclairage direct. Donc c'est pourquoi on va devoir supprimer notre partie naïve ici qui consistait en ce petit bout de code. On va devoir le supprimer complètement. Et à la place, on aura ici une gestion de l'éclairage direct. Donc, pour l'éclairage direct, on va essayer d'envoyer des rayons en direction de la sphère qui émet de la lumière. Donc pour envoyer un rayon vers la sphère qui émet de la lumière, on va devoir réutiliser ce petit bout de fonction qui génère des directions aléatoires. Donc ce petit bout de fonction, on va le factoriser, on va le mettre en vector.h par exemple. On va faire une fonction qui renvoie un vecteur qui va s'appeler en général, on appelle ça random cos, parce que ça envoie une direction aléatoire avec une probabilité en cosinus autour d'une normale. On va implémenter ça ici. On a besoin de notre engine uniforme. On va aller le prendre. Et ce sera maintenant un statique. On n'aura qu'un seul engine. Pour tout le programme. Et np avec. Okay. Donc on a notre fonction randomCos. On peut réutiliser à la place égale randomCos de n. Moi, on n'a rien fait du tout, on a simplement factorisé du code. Et cette même fonction de génération de direction aléatoire, on va s'en servir pour générer un point aléatoirement sur la sphère. Donc, la stratégie ici, c'est de dire on génère un point aléatoire sur la sphère égale quelque chose. Ensuite, on va générer
la direction aléatoire qui va être oméga i, ça va être simplement le point aléatoire moins p get normalized. Et ensuite, on pourra avoir un calcul qui va ressembler à ce qu'on avait avant ici. Donc, pour générer un point aléatoirement sur la sphère, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une direction sur la sphère unité. Donc, une direction unitaire, c'est simplement un vecteur sur la sphère unité, un point sur la sphère unité, pardon. Donc, vecteur dir aléatoire pour changer. Et pour ça, on va réutiliser notre fonction random cost, mais non plus avec n, la normale en paramètres, mais l'orientation qu'il y a entre la sphère de lumière et le point d'intersection. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir n, au lieu de générer un rayon tel qu'il soit le plus souvent autour de la normale, on veut que la direction soit le plus souvent autour de l'axe entre la sphère et le point d'intersection. Donc cet axe, il est simplement donné par le point d'intersection moins le centre de la sphère. S moins lumière O. Ça, la version normalisée. Nous, on ne voulait pas une direction aléatoire, mais une position sur la sphère. Ben, c'est simple, on prend la direction aléatoire, on la multiplie par le rayon de la sphère, et on ajoute le centre de la sphère. Là, en faisant cette translation et ce scaling, on a bien un point à la surface de la sphère lumineuse, sur notre boule de lumière. Donc maintenant, on va pouvoir calculer l'intensité du pixel. L'intensité du pixel, on avait dit que c'était I, la lumière qui arrive. Donc cette lumière qui arrive, en fait, on peut simplement dire que c'est S point intensité de lumière divisé par 4 pi r carré. En fait, c'est 4 pi. Et en fait, ce r carré, dans la formule de changement de variable, il est déjà pris en compte, et c'est en fait la distance au carré entre le point P d'intersection et le point à la surface de la lumière qu'on vient de générer. Donc, le point aléatoire à la surface de la lumière ici. Donc on va l'appeler daylight 2, c'était exactement pareil qu'ici, qui est la distance entre le point, distance au carré, entre le point aléatoire sur la sphère, moins P, point la norme au carré. Multiplié par le produit scalaire entre la normale au point d'intersection et le vecteur WI. Et ça, c'était la partie qu'on avait ici. On peut même mettre le max pour s'assurer que ça soit toujours positif. Maintenant, à cause du changement de variable, on a un nouveau terme qui est la même chose mais avec n', le produit scalaire pour le coup il sera toujours positif, entre n' moins oméga i, donc n', qu'est-ce que n'? Ben, n' c'est la normale au point d'intersection, au point aléatoire, et cette normale là c'est simplement la direction aléatoire. Je le recopie pour clarifier, mais c'est exactement la même chose.
divisé par le produit scalaire entre... Donc ça, c'est un terme qui apparaît à cause de la formule d'intégration de Monte-Carlo, où on divise par la probabilité. Et cette probabilité, c'est le produit scalaire entre l'axe. Donc l'axe, on l'avait ici. Je vais mettre axe P O, voilà, l'axe entre le point d'intersection P et le centre de la sphère qu'on avait appelé O. Donc là c'est l'axe PO. Donc le produit scalaire entre l'axe PO, qui est en pratique le vecteur PP, je vais même l'appeler OP, ce sera plus simple. Et la direction qui a été générée, qui est le vecteur aléatoire, dire aléatoire. Le tout multiplié par le terme de visibilité, multiplié par V. Donc le terme de visibilité qui vaut 1 ou 0 s'il y a une intersection plus proche, si le rayon a été obstrué entre le point d'intersection P et la sphère. En fait, ça correspond à faire exactement ce qu'il y avait là. Donc on va refaire le même code. On a un rayon. On va devoir relancer un rayon qui démarre de P plus epsilon, qui va dans la direction WI. Est-ce qu'il y a une intersection? Alors on regarde si S pour intersection ray PN sphère ID light. S'il y a une intersection et que celle-ci est plus petite que la distance, c'est qu'il y a de l'ombre. On va mettre exactement pareil ici. Et ce sera notre facteur V. Donc, le facteur V, je vais l'enlever d'ici. Et il sera directement pris en compte sans calculer le reste. Donc, s'il y a une intersection et que la distance d'intersection est plus petite que la distance à la lumière, et c'est bien cette distance-là qui compte, alors l'intensité du pixel est à 0. Une toute petite subtilité, c'est que on va obtenir une intersection qui est en fait la lumière elle-même, puisque là on teste toutes les sphères de la scène, et la lumière c'est une sphère. Donc on va mettre un petit hack, on pourrait faire ça différemment en ne testant pas la sphère lumineuse. On pourrait mettre multiplié par 0,99 ici pour être sûr que l'intersection qu'on a attrapée, c'est bien autre chose que la sphère de lumière elle-même. On multiplie le tout par l'albédo. Donc, on peut s'assurer qu'il n'y a qu'une multiplication scalaire qui soit faite. On multiplie par l'albédo qui est s.sphereid.albedo qu'on avait ici. On compile. On lance. Et on ouvre l'image qui a donc sensiblement moins de bruit que la version naïve. On peut comparer à côté la version naïve avec une grosse sphère. C'était déjà un cas un peu idéal. Et là, on a largement réduit le bruit.
le coût est un petit peu plus élevé puisque on doit calculer maintenant des intersections pour les rayons d'ombre. Mais le bruit a largement été... Nous allons revenir maintenant sur les modèles de caméra pour faire des effets de profondeur de champ. Donc notre modèle de caméra, c'est ce qu'on appelle un modèle de caméra sténopé, ou pinhole en anglais, comme trou d'aiguille, parce qu'il modélise une caméra qui a la forme d'une boîte, dans laquelle on a percé un tout petit trou pour que la lumière puisse passer. Donc là, on a l'axe optique. Les rayons de lumière passent à travers ce trou. Et forment une image nette sur le plan focal image ici. Donc là, au lieu de modéliser cette image inversée comme sur la réalité physique, à la place, on a simplement inversé directement et envoyé des rayons depuis ici vers la scène, et on a formé l'image dans l'autre sens. Maintenant, ce type de caméra ne permet pas d'avoir des effets de profondeur de champ, donc c'est des effets de flou qui vont dépendre de la profondeur, que je vais détailler un peu ici. Donc, un modèle de caméra un petit peu plus complexe va au moins consister en une lentille. Donc, on a toujours l'axe optique ici. On va y mettre une lentille convergente qui a son foyer objet ici, par exemple. C'est-à-dire c'est une lentille mince, donc il y a son foyer image ici, avec la lumière qui va arriver par ici, par exemple. Donc on a F et F'. Et lorsqu'on a un objet, par exemple un point ici, dont on aimerait calculer l'image, on sait que tout rayon parallèle à l'axe optique croise le foyer image sur l'axe optique. Ensuite, chaque rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Je l'ai fait un peu loin. Et l'image de A ici, du point A, c'est le point A' ici. Donc on a toujours aussi l'agrandissement qui va dépendre de la longueur focale. Et de la même manière, tout rayon qui est parallèle ici à l'axe optique, ici, croise le plan focal objet en son centre. Donc, arrivé ici, voilà au moins les trajets de 3 rayons lumineux. Donc, si on veut avoir une image nette, il faut que le capteur soit en cette position. Si on place le capteur ici, on va dire que c'est un trait droit. Si on place le capteur ici, on aura une image nette parce que l'image d'un point est un point. En fait, tous les points qui seront ici, donc à cette distance de la lentille, auront des images qui seront tous nettes. En revanche, si on considérait un point qui était un petit peu plus loin, par exemple, un point ici, donc on va dire c'est le point B, lui, il a toujours un rayon qui va faire, donc on va le dessiner, qui va passer par là-bas. Il va avoir un autre rayon qui va croiser
le centre optique, hop, qui fait qu'il sera net à cet endroit-là. Et on aura éventuellement d'autres rayons que je ne vais pas dessiner pour lisibilité. Mais ce qu'on voit, c'est que si on garde le capteur de la caméra à cet endroit-là, l'image du point B, c'est en fait toute la zone qui est ici. Donc comme c'est toute cette zone qui est ici, ça veut dire que l'image du point B, c'est un disque B', donc qui va être flou. En pratique, on y met quand même un obturateur qui va être un élément qui va bloquer la lumière un petit peu avant la lentille, donc entre la lentille et l'image en général, qui va bloquer la lumière sur partout sauf une petite zone ici. Donc on a un diaphragme en général qui s'ouvre et qui se referme très rapidement sur les caméras, sur les appareils photo. Et on laisse le diaphragme s'ouvrir un petit peu, mais pas nécessairement beaucoup. Et le fait d'avoir ce diaphragme, cette ouverture limitée ici, fait que ça va bloquer un certain nombre des rayons de B qui font que la taille du disque ici sera moins importante. Donc on aura un disque, donc le premier rayon ici va être bloqué, celui-là il ne passera pas le diaphragme, celui qui va au milieu de l'axe optique, il est tout juste, on va dire qu'il passe le diaphragme, et entre les deux, il y en a un certain nombre ici qui vont passer. Donc on va dire qu'il y a un sous-ensemble ici, un plus petit disque, qui va être formé que va former B'. Donc l'idée maintenant, c'est que plus ce diaphragme est ouvert, plus la tâche ici va être importante, puisqu'on ne va pas bloquer tous les rayons. Donc c'est le principe de l'ouverture. Si on a une grande ouverture sur un appareil photo, on a un flou de profondeur, donc une profondeur de champ qui est plus faible, donc un flou de profondeur plus important. Donc de la même manière qu'on a un petit peu simplifié le modèle sténopé en envoyant directement des rayons de manière simplifiée, on va reproduire un peu le même système pour faire du ray tracing. Donc comment on va simuler ça dans un ray tracer? Donc avant on avait notre modèle où on émettait des rayons depuis un centre fixe, et là la distance qu'on avait calculée Z, qui est en fait la distance focale image, donc la focale de notre appareil photo. Là à la place, on va considérer qu'on a une distance de mise au point. Donc depuis le capteur, on aura une distance de mise au point, où on se dira que tous les points qui sont sur ce plan seront nets. Et quand on vise le IM pixel, par exemple, on va le modéliser ici. Donc à l'anti-aliasing près, on va dire qu'on vise le centre du pixel comme on faisait avant. Donc on vise le centre. Mais maintenant, au lieu de partir d'un point fixe, on va simuler un point sur l'ouverture. Donc on va supposer une ouverture carrée. Hop, donc une ouverture carrée en pratique. Je peux le dessiner un peu en perspective.
Donc souvent, les diaphragmes, c'est plutôt des hexagones ou quelque chose qui essaye d'être aussi circulaire que possible. Là, on va, par simplicité, générer des diaphragmes carrés, des ouvertures carrées. Et maintenant, on va simuler, lancer un échantillon sur le diaphragme, sur l'ouverture ici. Et on va envoyer vers le centre du pixel ici. Ou, modulo l'aliasing, on peut aussi rajouter le petit offset pour qu'il y ait de l'aliasing. Donc en faisant ça, si on simule plusieurs rayons comme ça, dans ce pixel-là, on peut simuler un autre rayon en bleu, on aura pris un autre rayon aléatoire. Là, on ne fait pas l'aliasing, hop. On peut simuler encore un autre rayon en prenant une valeur ici, par exemple. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que tous les objets qui seront avant la distance de mise au point, ils seront flous. Tous les objets qui seront après la distance de mise au point seront aussi flous. Et les objets qui sont au niveau de la distance de mise au point seront perçus comme nets. Et ça, à chaque fois qu'on veut calculer un pixel, on devra envoyer plusieurs rayons. On le faisait déjà pour faire de l'anti-aliasing et pour faire l'éclairage indirect de toute façon. Donc on enverra plusieurs rayons, mais on décalera l'origine du rayon sur l'ouverture de l'appareil photo. Donc on va gérer maintenant la profondeur de champ, et pour ça, comme j'ai indiqué, on va modifier la position initiale du rayon. Donc on va avoir besoin de deux nombres aléatoires, dx aperture par exemple, qui va être un uniforme de engine. On va le faire par exemple une ouverture assez grosse qui va être entre moins 2,5 et 2,5. C'est une ouverture qui va faire une profondeur de champ assez importante. Donc là on a une ouverture carrée. Et on veut maintenant que les rayons se croisent au niveau du plan de mise au point. Donc, alors on avait la position de la caméra, on va la mettre dans une variable. Vector position caméra 0, 0, 0. Et maintenant, on aimerait que les rayons se croisent sur le plan de mise au point. C'est-à-dire que là, actuellement, les points qui sont sur le plan de mise au point sont de la forme la position de la caméra plus la distance de mise au point multipliée par la direction. Donc ces points-là ne vont pas changer. Alors là, on va dire que focus distance, c'est l'endroit où les points sont nets. Et on a une sphère qui a une distance 55 de la caméra, au centre de la sphère. Donc on va dire que les focus distance, c'est 55. Donc, tout ce qui est avant et après cette distance-là de la caméra sera plus flou. Et ces points-là seront nets. Donc, la destination, on va dire, c'est la position sur le plan de mise au point, c'est ce point-là. Et maintenant, l'origine, on va la décaler. Donc, on va dire vector new origin, c'est la position de la caméra plus notre vecteur aléatoire, dx, dy, 0. Donc, notre rayon, on l'initie depuis cette nouvelle origine. Et la direction, ça va être le point de destination moins
la nouvelle origine. On normalise. Là, je peux lancer ce calcul-là. Et on a donc le résultat suivant. Où, alors on avait un petit peu d'anti-aliasing, c'est pas parfaitement net sur le bord, mais on a bien un effet de profondeur de champ. Le mur du fond est flou, alors que le bord de la sphère est net. On va réduire un petit peu les sphères, on va en mettre 3 histoire que ce soit un petit peu plus joli. On va mettre des sphères de 10. Alors, S1B et S1C par exemple. On en met un petit peu plus sur la gauche, on va le mettre à moins 15 et un petit peu plus vers nous. Comme elle est plus proche, on va la mettre transparente, celle-là. C'est une sphère transparente. On va en mettre une autre qui est au contraire à 15 et un petit peu plus loin. Celle-là, on va la mettre en miroir pour changer. Une sphère spéculaire. Et on intègre ces 3 sphères à la scène. Je vais un petit peu augmenter aussi la luminosité de la scène. Donc l'intensité de la lumière, je vais la mettre en gros 3 fois plus grande. Je compile. Je lance. Et donc on regarde le résultat. Et on a cette image-là. On a bien les 2 sphères devant et derrière qui sont plus floues. J'ai fait aussi un calcul qui a duré à peu près un quart d'heure et qui est la version avec 800 rayons par pixel, qui est un peu moins bruité, c'est la même chose. Et on peut donc voir que on a un effet de profondeur de champ.